Philippe de Villiers, les premiers mots de votre ouvrage donnent évidemment le ton. Je ne veux pas que mon pays meure. Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d'art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Et puis, quelques pages plus loin, j'ai lu et relu Marc Bloch et j'en ai inféré que nous revivions un juin 40 mental. Sont un exorde et d'une actualité saisissante. Nos chefs n'ont pas été seulement frappés dans leur courage, dans leur intelligence ou dans leur caractère. Ils ont été frappés dans leur foi. Ils ne croyaient pas en la France. Alors, quand on dit ça, on dit finalement que c'est tout le temps. C'est tout le temps, puisque ça date de juin 40. Alors, effectivement, depuis de nombreuses décennies, le pays perd pied. Mais il y a un phénomène d'accélération à partir des années 90, quand les élites mondialisées ont décidé de troquer la France pour le monde. Quand les élites mondialisées sont entrées dans ce que j'appelle l'éclipse de la conscience nationale. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de France, le patriotisme, l'attachement à la patrie, n'a été aussi faible dans les jeunes générations parce qu'on ne leur transmet plus la France. Pourquoi j'ai appelé mon livre « Populicide » ? À cause d'une expression de Gracchus Babeuf, le révolutionnaire, qui a écrit « Le système des populations » en 1794, et aussi à cause d'Aimé Césaire, qui a dit « Un populicide, c'est un génocide par substitution d'un peuple concomitante avec l'effacement du peuple original. » Et en fait, si vous me permettez une seconde, je veux dire ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a un mot qui vient du grec qui s'appelle l'oikophobie. Oikos, la maison, phobie, la haine de la maison. On vit un phénomène qui s'appelle la haine de la maison. Pas le peuple, les élites. Et j'explique pourquoi. En fait, il y a deux populations, côte à côte, qui partagent une souffrance intime. Un peuple neuf qui sait d'où il vient, mais qui ne sait pas où il arrive, et un peuple héritier, un peuple sédentaire, un peuple millénaire, qui ne sait plus où il habite et qui ne sait plus d'où il vient. Si bien qu'il n'y a plus personne pour tenir la maison, il n'y a plus personne pour aimer la maison. On a des héritiers qui détestent, qui apprennent à détester leur passé, et des arrivants qui détestent leur présent. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle plus de la France. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu la souveraineté, qu'on a perdu l'identité. La France a perdu la maîtrise. Elle a perdu la maîtrise de son territoire, de ses frontières, de ses lois, de son budget, de sa monnaie, de sa défense maintenant, depuis la semaine dernière. Elle a perdu la maîtrise de son destin. Et en même temps, on ne transmet plus à l'école des petits démis l'identité, puisque l'école est coincée entre le wokistan et l'islamistan. Et donc, c'est une urgence absolue. Le pronostic vital de la France est engagé. En 2050, le peuple historique français sera minoritaire. Vous vous rendez compte que pour la première année, sans que ça n'éveille quoi que ce soit, sauf sur CNews, avec Nicolas Pouvremonti, qui s'est exprimé là-dessus il y a quelques jours, la courbe des naissances passe sous la courbe des décès. Et donc, en fait, il y a plus de Français qui meurent que de Français qui vivent, et 31% des naissances, ce sont des naissances étrangères. Donc un peuple qui sous-traite la fabrication des enfants aux populations immigrées est un peuple qui se suicide. Bon, alors moi j'entends ça, mais les Français, ils ont voté. Ils ont voté contre Seguin, ils ont voté pour Maastricht, et ils ont été sensibilisés. Votre discours, vous avez fait une campagne électorale, 2 campagnes électorales. Manifestement, les Français, ils n'ont pas conscience de ça, majoritairement. C'est pour ça que j'écris. Oui, mais et quand j'entends les jeunes générations, moi souvent je dis que les fractures sont générationnelles, ils n'ont pas ce sentiment en tout cas que la France va disparaître. Absolument. Et alors, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Je me suis posé la question suivante.
l'été dernier, au début de l'été dernier. Je me suis dit, au fond, comment meurent les peuples? Et je suis allé à Carthage, je suis allé à Rome, je suis allé à Athènes, je suis allé en Perse, etc. Tolède, et j'ai essayé de voir quels étaient les points communs. C'est fascinant. En réalité, il y a une loi de gravitation qui est la même partout dans toute l'histoire des hommes et qui s'applique à nous. Premièrement, quand les peuples meurent, ils ne se voient pas mourir. C'est très étrange. C'est après qu'on le voit, mais c'est trop tard pour eux. Deuxièmement, c'est toujours la trahison des élites. Quand Tariq prend Tolède, les élites tolédanes se font musulmanes. Et donc, à chaque fois, il y a la trahison, l'affaissement des élites. Mais surtout, ce que dit très bien l'historien Polybe, l'historien grec, une civilisation ne cède jamais à une agression extérieure tant qu'elle n'a pas cédé à un mal intérieur qui la ronge. Et l'évêque Rémi, dans un entretien avec Clovis, le prévient, à partir de ce qui s'est passé, lui le patricien romain, en quelque sorte, ce qui s'est passé à Rome, il dit « Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de croire en leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue étrangère, insupportable, elles se démolissent de leurs propres mains. Nous y sommes. » Alors effectivement, je disais tout à l'heure, cette immigration aussi, elle a été validée par les politiques, elle a été validée parfois par le patronat, disons-le. Et puis elle a, alors François Mitterrand parlait de l'effet de seuil, parce que le grand paradoxe de la situation que nous vivons, c'est que les premières ou deuxième générations, il n'y avait pas de souci, entre guillemets, d'intégration ou d'assimilation. Et que le souci vient davantage parfois avec la troisième ou la quatrième génération qui refuse, ou en tout cas qui se met en parallèle de nos mœurs occidentales, de notre civilisation, etc. Donc ça, c'est quand même... Et ça, c'est l'effet de seuil. C'est-à-dire qu'à un moment... Oui, mais voilà. Pascal, en fait, jusqu'en 1980, moi j'ai vécu ça, vous aussi, Oui. on a une immigration qui commence en 1851, qui est une immigration d'origine européenne, une immigration de travail et non pas d'établissement, et une immigration qui respecte le creuset français. Et tout se déglingue avec Giscard, le regroupement familial, confirmé par le Conseil d'État, Giscard-Chirac, regroupement familial, c'est-à-dire qu'on passe à une immigration d'origine africaine et non plus européenne, on passe à une immigration d'établissement familial et non plus de travail, les gens ne repartent pas. Et enfin, troisièmement, c'est la fin du creuset français. La fin du creuset français. Et à ce moment-là, nos élites nous expliquent que l'identité heureuse, c'est une suite de bonheurs empruntés. C'est-à-dire que on nous explique que toute l'histoire de la France, c'est l'histoire d'un pays d'immigration. Or, c'est un mensonge. C'est un mensonge puisque jusqu'à la fin du XIXe siècle, la France est un pays d'émigration. Et les seuls immigrés qui rentrent en France pendant des siècles, c'est les épouses royales, c'est les grands serviteurs de l'État et les artistes, Lully, Chopin, etc. Richard Millet, que vous connaissez. Oui, évidemment. que j'admire. Et qu'on peut admirer, et son profil est intéressant parce qu'il symbolise cette période-là où lui-même, disant des choses qu'on ne voulait pas entendre, a été mis à l'index de ce que vous appelez les élites et du monde culturel, littéraire, etc. Merci Pascal. Je voudrais dire que on parle toujours de la phrase de Valéry, nous savons, nous autres civilisations, nous sommes mortels. Mais à force de la citer, sans d'ailleurs s'y référer, sans d'ailleurs vraiment comprendre ce de quoi il s'agit, peut-être qu'en effet, nous sommes arrivés à cette mort de la civilisation européenne. Je ne parle pas seulement de la France. Deuxièmement, je suis d'accord avec vous sur votre analyse de l'immigration et de substitution des peuples, etc. Mais je pense que le témoin de tout ça, avant tout, le premier témoin, c'est peut-être la langue française. Or, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons le délitement général de la langue française dans l'enseignement, dans la rue,
dans les affiches un peu partout. Et il me semble que là, ce n'est pas forcément l'immigration extra-européenne, en tout cas africaine, maghrébine, qui est responsable de tout ça. C'est peut-être le fantasme d'américanisation et l'américanisation aussi du pays. Et ça, on en parle assez rarement aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que parler du franglais, qui était le vieux truc d'Étiamble il y a 50 ans, c'est kitsch, ça ne sert plus à rien. Philippe de Villiers. Alors, d'abord, je suis très, très, très honoré d'être ainsi interrogé par un esprit rare, comme celui de Richard Millet. Et moi, vous n'étiez pas honoré d'être interrogé par moi. Un grand écrivain. Vous n'étiez pas honoré d'être interrogé par moi. Et Bon, c'est agréable, franchement. Donc, bon. Pascal, voyons. Il fait son colonel. Je vais vous faire une confidence. Vous n'étiez pas honoré. Je vous aime tous beaucoup, parce que je vous regarde tous les jours, et tous les matins et tous les soirs. Voilà. Donc, Pascal, voilà. C'est mauvais pour votre dossier, ça. Non, mais je souscris à ce que vous avez dit. C'est un esprit rare et il a toute sa place ici. Et vraiment, il l'a trouvé d'ailleurs, ce qui n'est jamais facile dans cette émission. Quand Henri Michel est arrivé à Nantes, il fallait féliciter Suodo. Vous êtes le Suodo. Là, on est pas Henri Michel. Là, il se met à mon niveau, il me parle football, et puis avec. C'est ce qu'il veut dire, quoi. Attendez. Et puis il parle littérature avec Richard Non, mais Millet. vous avez tort, Pascal, parce Je blague. que ce que vous disiez de Suodo tout à l'heure, Oui. pendant la pause, Oui. Voilà. moi, ça me fascine. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. On a parlé de Jean-Claude Suodo parce que c'est un maître, mais bon, ça n'a rien à voir. Et comme Philippe aime beaucoup le football. Moi, je voudrais vous dire une chose essentielle. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que face au populicides que je décris, je me suis posé la question suivante. Comment on peut s'en sortir ? En fait, moi, quand j'avais 18 ans, mon père m'a dit c'est bien de gueuler, c'est bien de hurler, mais un vrai conservateur, c'est quelqu'un qui, le matin, quand il se réveille, s'indigne, il est imprécateur le matin, et l'après-midi, il est créateur, conservateur pour réparateur. Et j'avais forgé une devise qui m'a permis de faire le Puy du Fou, etc., devenir un gouverneur territorial, Vendée Globe, tout ça. Bon. Une Les réponses sur le français, Oui, c'est intéressant. une société se et sur sauve. l'enseignement aussi. Attendez, une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. La dernière partie de mon livre sur la francisation, je réponds à Richard Millet. D'accord. En fait, quand on réfléchit sur le peuple français a toujours été au bord du gouffre, il s'en est sorti. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 cordes de rappel. Et les 3 cordes de rappel sont les suivantes. Et qui l'ont sauvé dans sa descente aux enfers. Première corde de rappel, le peuple français est un peuple littéraire. C'est un cas unique dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que le peuple français est né d'une romance, d'une défaite transfigurée par le verbe vivant, une chanson de geste. L'Angleterre est née de la nature, c'est une île. L'Allemagne est née d'une ethnie. Ça. La France est un pays, un peuple. Le peuple français est un peuple littéraire, donc il a un imaginaire. Et pour peu qu'il y ait un seul Français en contact charnel avec une seule bibliothèque, au contact de l'épopée, de la prosopopée et du panache, la France repartira. Deuxièmement, le peuple français est un peuple politique. Un peuple politique, ça veut dire il y a la frontière, il y a l'État, il y a l'instinct. À chaque fois que la France s'est trouvée au bord du gouffre, elle s'est arrimée à 2 mots qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée, la pensée française. Et ça, moi, j'y crois. Il n'y a rien à faire, le peuple politique. Et enfin, troisièmement, et là je vais choquer, mais c'est la vérité, le peuple français est un peuple métaphysique. Il est né de la métaphysique avec le Saint-Crème, le roi, Clovis. Et il y a encore un petit peu de filet de Saint-Crème qui coule malgré tout comme une irruption du surnaturel dans l'ordre naturel, qui fait qu'on respecte encore le pouvoir. Mais surtout, il y a eu ensuite la métaphysique. Regardez, quand vous parlez des Grecs, vous dites le Parthénon. Quand vous parlez des Romains, vous dites le Forum. Quand vous parlez de la France, vous parlez des cathédrales. Et quand j'étais petit, que je voyageais en France, mon père me disait « Regarde tous ces petits villages, tous ces artisans qui n'étaient pas des architectes. Ils ont mis de l'éternité dans le précaire. » Eh bien ça, c'est français. Le français naît de l'éternité dans l'instant. Et donc, pour ces raisons, peuple métaphysique, peuple politique, peuple littéraire, si on retrouve ces 3 fibres, mais encore faudrait-il que les hommes politiques sachent de quoi on parle.
alors la France repartira. Pourquoi ? Parce qu'un petit Français qui retrouve son imaginaire, il retrouve l'amour du pays. Qu'est-ce qu'une nation ? Un lien amoureux. Il faut refaire un peuple amoureux. Regardez, ça c'est mes fiches. J'ai 40 questions à vous poser. Bon, et je sais que quand j'en pose une, malheureusement, la deuxième arrive plus tard, forcément. Mais c'est passionnant, évidemment, de vous écouter. Mais vous parliez de sport tout à l'heure. Et là, on va écouter ce que vous disiez en 1989. Dans une émission apostrophe, vous vous souvenez de Claude Mazouric ? Claude Mazouric, c'est un historien qui était au comité central du Parti communiste, qui est toujours de ce monde. Il est né en 1932. Il nous écoute peut-être, mais c'est passionnant. Parce que vous parliez du sport, et moi, j'avais été frappé pendant les Jeux Olympiques, combien toutes les valeurs qu'on mettait en exergue durant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire la hiérarchie, la compétition, etc., on les refuse dans la vie civile. Et moi, j'adorerais que toutes ces valeurs du sport soient appliquées dans la vie civile, parce que tout le monde n'est pas égal, hélas. Il y a des gens qui ont du talent, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des médailles d'or, il y a des premiers, des deuxièmes, etc. Donc ça m'avait frappé. Et là, vous parlez de l'école. Je vous parle de l'école parce que l'école, on refuse les classements, on refuse la hiérarchie, on veut que tout le monde aille au bac, etc. On est en 89. Ce que vous dites ce soir-là, votre analyse est juste. Mais c'est il y a 36 ans. Vous vous souvenez sans doute de cette séquence, c'est apostrophe, Philippe de Villiers, apostrophe, 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution. Moi, j'ai un intellectuel historien, M. Mazouric, qui a juste qui a supporté un régime qui a tué des millions de personnes, qui était brejnevien, etc. Et puis cet homme a pignon sur rue, comme il l'avait à l'époque, sur l'école, pour donner son sentiment. Oui, mais la vraie bataille, elle est sur l'école. Oui, on est d'accord. Mais là, je repense à ce moment. Je suis dans... Blandine. Jean-Noël Jeanneret, pardonnez-moi de vous couper, c'est l'homme du bicentenaire en 89. Voilà. Qui vous regarde avec une sorte de mépris, d'ailleurs, de caste. Ah ben, plus que ça. Ouais. Non, il y a tout dedans. Oui. Là, il y a tout dedans. Il y a l'arrogance de l'élite. Là, je suis le lépreux avec ma crécelle. Hein. Oui, exactement. Voilà. Faut que je prévienne parce que la contamination est immédiate. Mais attendez, 89. Je vous rappelle 3 souvenirs. En même temps qu'à M. Mazouric, s'il est encore vivant. Premièrement, Mitterrand, en fait, pour faire la tabula rasa, fait « Allons enfants de la planète ». C'est-à-dire qu'il fait, avec Good, le défilé des tribus planétaires. Vous entendez ? C'est pas moi qui invente le mot. Le défilé des tribus planétaires. C'est-à-dire, venez chez nous, c'est après SOS Racisme, c'est la marche des beurs, etc. On a besoin de changer d'électorat quand on est à gauche. Et donc, il fait le défilé des tribus planétaires. Et quand je vois ça, je me dis « Purée !» Ils le font. Et quelques mois après, vous parlez de l'école, qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens d'Ernest Scheiner, c'était mon ami. Et il me dit, on est foutu, Philippe. L'école est foutue. Quelques mois après, on a le voile. C'est Creil. On l'a reçu ici, d'ailleurs. Ce directeur d'école, il nous écoute souvent. On a le voile à l'école et il y a Jospin qui dit, mais nos grands-mères portaient le voile. Oui. Voilà. Donc en fait, on cède sur le voile. Donc c'est dans le droit fil des tribus planétaires. On fait les tribus planétaires et ensuite on fait le voile en disant, venez comme vous êtes. Et enfin, pardon, M. Mazouric, mais je me souviens d'une conversation avec mon ami Charles Millon. Un jour, il me dit, c'était en septembre 89, il me dit, tu crois qu'un jour nos petits-enfants, je dis, quoi ? Nos arrière-petits-enfants verront la chute du mur de Berlin. Je dis, oh, dans 1 siècle, 2 siècles, mais tu sais. Et puis, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe et c'en est fini. Monsieur Mazouric, le rêve de Monsieur Mazouric était 100 millions de morts. Tout ça a servi à rien, c'est fini. Et donc, en fait, l'année 89 a été une année charnière. Je réponds sur l'école. Sur l'école, il y a 3 problèmes. Les enseignés, qui sont devenus des petits dhimis parce qu'ils sont minoritaires. Et donc, en fait, l'école de la dhimitude s'impose. Ensuite, tout le monde ne sait pas ce qu'est la dhimitude. La dhimitude, voilà, c'est la soumission en islam. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et dans les pays islamiques, on paye un droit. Voilà. On est un demi-citoyen. Voilà. On est en paix, mais un demi-citoyen. Ensuite, il y a les enseignants. Les enseignants, en fait, dans le temps, ils avaient peur de perdre leur classe. Maintenant, ils ont peur de perdre la vie parce qu'ils entendent murmurer « on va te faire une Samuel Paty ». Et troisièmement, il y a l'enseignement qui a changé puisqu'il est coincé entre le wokistan et l'islamistan. Et donc, on dit aux enseignants, les consignes
Les instructions, c'est, voilà, vous parlez pas de la Shoah, vous parlez pas de Saint-Louis, vous parlez pas de Jeanne d'Arc, vous parlez de rien. Et donc, c'est un enseignement insipide où on ne transmet plus l'amour de la France. Et moi, j'ai étudié Ernest Lavis, qui a fait le roman national. Après la guerre de 1870, les républicains, les grands républicains, disent on est foutus. Il faut qu'on retrouve un fédérateur, un Saint-Crème de substitution. Ça sera quoi, le roman national? Et c'est eux qui vont chercher Jeanne d'Arc, c'est pas l'Église. Ils vont chercher Saint-Louis, ils vont chercher Sainte-Geneviève, etc. Et sur le tableau noir, il y a Austerlitz, etc. Et il y a une fierté française retrouvée. Je suis d'accord avec vous, mais tout ça, c'est pas l'immigration. Qui permettra ensuite, dans la tranchée, de retrouver ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Ils redeviennent des petits Français. Et là, soit on fabrique des petits Français et on rapatrie le pouvoir qui est à Bruxelles. C'est-à-dire, la francisation, c'est la francisation du pouvoir qui est partie. En fait, il y a l'auctoritas qui est parti au prétoire. Et la potestas qui est partie à Bruxelles. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Voilà. Et donc, la francisation du pouvoir et la francisation de la transmission. C'est-à-dire, en fait, un peuple ne peut pas vivre longtemps sans un imaginaire collectif. Il faut retrouver notre imaginaire collectif, c'est-à-dire mettre à la disposition des jeunes petits Français le sillage des tendresses enfouies. Bon, ça, c'est pas que l'immigration, hein, c'est les influences de mai 68, c'est la déconstruction dans les universités que vous avez vécues, etc. Très rapidement, parce que évidemment, l'islam, c'est un chapitre important. Là où la France n'ose plus transmettre, l'islam enseigne, écrivez-vous. Là où l'école républicaine éduque au relatif en toute chose, la mosquée inculque l'absolu. Dans les banlieues françaises, cet islam prosélyte se diffuse non par la force, mais par le vide des sédentaires qui ont séché sur le pied, le vide moral, le vide paternel, et ça c'est important, le vide paternel, le vide national, le vide métaphysique, loin d'être un simple corpus religieux, l'islam s'installe comme un système total, à la fois spirituel, politique, juridique, culturel. Il fournit une grille de lecture du monde, de la naissance à la mort. Il est déjà 10h27 et c'est vrai que ça passe très vite. Il y a deux choses dont vous parlez beaucoup, deux choses qui vous ont marqué ces derniers temps. La finale de la Ligue des Champions, ce qui s'est passé après, et puis 2 ans avant ou 1 an avant, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais cette cérémonie d'ouverture qui vous a choqué, qui a pu me déranger également, le plus grand nombre l'a trouvé bien. C'est ça, moi, qui entre guillemets, me pose problème. Les gens dans la rue, ils ont trouvé ça formidable, la tête de Marie-Antoinette, tout ça, ils ont trouvé ça très bien. Oui, mais moi, j'écris pour ceux qui, demain, conduiront le pays. J'écris pour la relève. C'est-à-dire en chaque petit Français, sommeille, veille, murmure et pense encore. Un Français millénaire. Sauf s'ils sont formatés depuis 30 ans différemment. Mais malgré tout, c'est ça qui est compliqué. Et le petit élevé dans la haine de la France. Et le petit Français, c'est pour ça que j'écris. Le petit Français, je m'adresse à lui pour lui dire devenez une conscience dressée. En fait, nos élites, je vais dire quelque chose qui va choquer. Elles composent une branchitude avachie qui ne se sent plus capable de porter son récit fondateur, qui rêve de devenir un autre soi, qui rêve de s'abolir dans une histoire nouvelle, dans une civilisation nouvelle, une civilisation virile. Et finalement, tout ça finit par une ruse hypnotique, par les épousailles avec son contraire. C'est-à-dire que, regardez Mélenchon, il a commencé avec la laïcité et il finit avec l'islamisation. Et ce que je voudrais vous dire avec force, c'est que il suffit qu'il y ait quelques Français. Moi, je ne crois pas à la masse, je crois à l'élite, à la vraie élite. Il suffit qu'il y ait quelques Français. Je sais par expérience que quand la tectonique des plaques se déplace, il suffit d'un doigt pour faire levier. Pascal. Donc rien n'est perdu, selon vous,
Il y a Non. encore une possibilité. Bon, c'était le 31 mai, la finale de la Ligue des Champions. Ça vous a beaucoup marqué parce que ce qui est aussi intéressant, et nous on en parle Oui, mais régulièrement, c'est c'est que ça passe sous les radars. Oui, C'est-à-dire que c'est 8 jours plus tard qu'on a su qu'ils étaient dans le 16e arrondissement et ils entraient dans les maisons. Quand je dis ils, les jeunes voyous qui ont fait ce qu'ils Mais ont vous fait. savez pourquoi ça m'a marqué? Pourquoi Oui. je commence par ça? Ce qui m'a marqué, c'est la phrase du préfet de police Nunez Nunez qui s'adresse aux commerçants 2 jours avant, qui leur dit « barricadez-vous ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire « barricadez-vous » ? Ça veut dire on n'est plus capable de vous défendre, nous, l'État régalien, débrouillez-vous. C'est, vous savez, la vigilance, la société de vigilance de Macron. C'est-à-dire, en fait, barricadez-vous, ça veut dire confinement sécuritaire. Et là, c'est un point de bascule. Et puis ensuite, on a la fête de la musique, et là, c'est la nuit de la seringue, le djihad de la seringue. Il y a les filles piquables. Vous vous rendez compte où on en est ? Oui, Le barbaricum. Le djihad de la seringue, heureusement, c'était quelques cas quand même. Bon, il y avait énormément de questions. Avec ce. Et attendez, en même temps, il y a... Non, mais temps je- d'opposer- non, en même temps, Non, c'est moi qui reprends la parole Pardon. parce que j'ai autre chose à Oui, vous demander allez-y. pour terminer. Il nous reste juste 3 minutes. Bon, et évidemment, alors, à qui s'adresse ce livre ? Aux élus, aux intellectuels, aux jeunes, aux citoyens. J'avais imaginé évidemment de vous interroger là-dessus. Les critiques que vous recevez, populistes, dit-on, d'extrême droite, il y aurait tant à dire là-dessus. Ça serait intéressant d'ailleurs un jour d'avoir un débat avec un de ceux qui vous attaquent le plus sur une chaîne concurrente, M. Apathy. Mais M. Apathy, il vend moins de livres que vous, manifestement. Lui, il en a vendu 1000 ou 2000. Vous êtes déjà à 60 000. 2000, il a vendu. Bon, il en a vendu 2000. Mais c'est déjà bien. Bon, et puis peut-être qu'il en vendra davantage. Bon, là, vous parlez de la dissolution des nations. Tout ça est vraiment extrêmement intéressant. Vous avez été vous-même un acteur de la vie politique, bien sûr, un observateur critique. La France vidée de son âme, c'est ce qui revient dans ce livre. Mais bon, je voulais terminer évidemment par vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a une élection en 2027. Quel rôle pensez-vous jouer ? Est-ce que vous avez envie de repartir ? On dit jamais 203. Vous avez été 2 fois candidat. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voyez qu'il y a un vide ? Parce que qui incarne aujourd'hui vos idées ? Chez les LR, je ne vois pas quelqu'un qui soit sur ce corpus-là. Sarah Knafo, peut-être. Éric Zemmour, peut-être, se rapproche davantage de vous. Marine Le Pen, je ne crois pas exactement que ce soit sur cette ligne-là non plus. Donc, finalement, en dehors de vous, il n'y a que vous. Alors, vous savez ce que disait Clémenceau ? Non, il disait beaucoup de choses, mais bon. De l'audace? Non. Non, de audace, c'était dans ton Il choix. y a 2 organes inutiles dans la Oui, République, oui. la prostate et la présidence de la République. Oui, mais c'était une époque, c'était avant la Ve République, pardonnez-moi. Donc, si vous voulez, La Ve République, loin de c'est- moi ce calice, selon la formule célèbre. Moi, ce que je veux faire, c'est 2 choses que je suis en train de réaliser. La première, c'est provoquer une relève. Le courrier que je reçois est très abondant et 2 lettres sur 3, c'est des jeunes. Il se passe quelque chose en France que Éric Zemmour a noté chez vous Bien il y a sûr. 2 jours. Avec les baptêmes, d'ailleurs. C'est-à-dire que les jeunes Français, au contact de l'islamisation, se disent « Qui suis-je, d'où je viens ?» Ça, c'est complètement nouveau. Et il va se passer quelque chose, allez voir. Mais vous, Voilà. Et deuxièmement, donc une relève. Et deuxièmement, essayer d'être une sorte de trait d'union actif, discret. discret, non. Entre tous ces Je gens. dirais pas que vous êtes discret. Non, mais- Non, vous L'homme êtes de l'union présent. des Vous êtes droites. présent dans. Oui, non, mais je veux dire, pour que les uns et les autres s'entendent pour relever le pays, en sachant que il y a la question centrale, la question vitale, c'est la question de l'immigration. C'est pas une question secondaire, c'est la question centrale qui commande toutes les autres. Et là-dessus, il y a une immense majorité de Français qui sont d'accord. Et donc moi, mon rôle, c'est de faire une sorte d'intermédiation entre les uns et les autres. J'ai des très bonnes relations avec tout le monde, très bonnes. Mais avec vous-même, est-ce que vous avez des bonnes relations Et donc, Est-ce que vous avez, vous, envie non, moi j'ai un rêve. Quand j'aurai fait tout ça, c'est de retourner chez moi et j'ai écrit un livre sur les abeilles. Et mon rêve, c'est d'avoir des ruches. Bon, bah, écoutez, Et de faire mon miel. De finir avec mes petits-enfants et leur offrir le miel de ma fabrication. bon, bah écoutez, merci Philippe de Villiers. Chaque vendredi soir, j'ai vu que vendredi, vous avez dépassé une nouvelle fois le million.
et avec Elliott Deval et Geoffroy Lejeune, qu'on salue d'ailleurs parce que c'est passionnant évidemment de vous écouter. Et puis ça rencontre cette voix-là, manifestement, rencontre un écho très important. Et je pense qu'effectivement, vous incarnez des valeurs, un état d'esprit également qui n'est pas assez présent dans l'espace médiatique. Et grâce à CNews, effectivement, on peut vous écouter, notamment chaque vendredi soir. Et le succès est là. C'est ça qui me frappe, parce que je suis assez d'accord. Et on le voit aussi avec Sacré-Cœur. Tout ça, va dans le même sens. C'est-à-dire que tous ces sujets qui ne sont pas abordés dans d'autres médias montrent qu'il y a une demande très forte pour qu'ils soient traités. Et ils ne le font pas. Je peux vous dire quelque chose, Pascal ? Oui, mais M. Morandini attend. Hein. Oui, mais vous êtes bons camarades. Et en fait, c'est une des caractéristiques de CNews, c'est qu'en fait, les uns et les autres se respectent dans leur réussite. Et je trouve que c'est très agréable et très élégant. En tout cas, je salue effectivement toutes les voix d'ailleurs qui sont différentes, parce qu'entre Sonia, entre évidemment Laurence, Romain, nous sommes très nombreux sur cette chaîne. Je pourrais tous les citer. Forcément, on ne pense pas la même chose, mais il y a quelque chose qui nous unit, et Jean-Marc le sait, c'est la liberté d'expression. Le succès de mon émission, c'est grâce à Elliott et Geoffroy, parce que pour faire des bonnes réponses, il faut être bien interrogé. Je suis d'accord avec vous. Vous allez très bien. Et on les salue. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui disait il n'y a pas de bons interviewés, il n'y a que de grands intervieweurs. Oui. Oui, bon. Parfois, ça aide quand même d'avoir un bon interviewé, ce qui était le cas ce matin. Bon, vous repartez pour la Vendée, oui, qui est un des territoires extraordinaires de la France. Je vais chercher mes ruches. Bien sûr. Et là aussi, la Vendée qui a été massacrée sous la Révolution française, et souvent ce n'est pas assez dit. Disons-le, et le mot génocide, me semble-t-il, était adapté par rapport à ce qu'avait décidé la Convention et les mots de la Convention. Oui, donc, en même temps, la Vendée a sublimé sa souffrance et elle est devenue une terre de France prospère et exemplaire. Jean-Marc, je suis désolé, on déborde un peu. Faut pas, c'est passionnant en plus, donc c'est formidable. Devilliers, Bonjour. On pourrait continuer d'ailleurs, parce que c'est vrai que Philippe est intéressant, passionnant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est clair. On va vous parler justement d'un sujet dont on ne va pas entendre parler sur les autres chaînes, puisque moi j'étais à Marseille ce week-end, j'étais chez moi, et je me suis aperçu qu'il y a un des grands fast-food de la ville qui est devenu halal depuis 10 jours. Et il y a de plus en plus de magasins comme ça qui se transforment, de fast-food qui se transforment, qui deviennent halal. Ils ont décidé d'arrêter de vendre de l'alcool également dans ce fast-food, donc on va vous en parler. Ça s'appelle Five Guys, c'est une grande chaîne en France. Il y avait Quick également qui est passé 100% halal. Il y a Otakos qui est 100% halal aussi. On va vous parler de ça, du halal qui gagne du terrain partout en France, et ça aussi vous n'entendrez pas ailleurs. Mais si le journal L'Équipe n'avait pas la politique éditoriale qu'il a, il parlerait du marché halal dans le sport, où beaucoup de clubs de football professionnels, tout est halal. Tout est halal. Mais, là encore, ce sont des vérités qui ne sont pas dites. Je ne vous parle même pas d'Ouest France. Florence Bergeau-Blaquer. Voilà, je ne parle même pas d'Ouest France, qui est devenu un journal wokiste. Complètement, oui. Donc, mais ils ont le droit d'ailleurs, c'est leur ligne éditoriale. Ils ont le droit, hein. Moi ça ne me dérange pas. Non mais là ce qui est intéressant c'est la transformation. Mais évidemment, ça va être c'est la transformation qui est intéressante. Arnold de Cara. Qu'est-ce qu'a dit Elisabeth ? C'est l'évolution naturelle de ce qu'on appelait autrefois les cathos de gauche, si vous voulez. Il y a une espèce de laïcisation de ce courant. Merci vraiment Philippe Devilliers, c'est aux éditions Fayard. Je salue Elise Boel qui était avec vous ce matin. Arnold Cara qui était à la réalisation, Dominique Raymond qui était à la vision, Zavel Hamel qui était au son. Merci à Marine Lançon, à Héloïse Tertrais. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr